que vous accepterez de servir de relais entre Solzhenitsyn et son épouse, et puis leurs amis. Il s'agissait essentiellement de transmettre du courrier, des lettres, enfin pour maintenir le contact. Tout ça se faisant, bien entendu, à l'insu de mon ambassade, ça va sans dire. Dans un Moscou digne d'un film d'espionnage, Ivaman devient un invisible au service de Solzhenitsyn. Avec lui et beaucoup d'autres, l'archipel ne tarde pas à entrer clandestinement en URSS malgré la surveillance du KGB. La romancière Ludmila Ulitskaya appartient à une famille marquée par la répression et les camps. Elle vit aujourd'hui en exil à Berlin. Nous avons commencé à recevoir des livres grâce à des étrangers de passage qui les faisaient passer par leur ambassade, par la valise diplomatique. Nous avions ainsi accès à ce genre de littérature. C'était risqué vis-à-vis de mon ambassade parce que la devise était « ne nous brouillez pas avec la République des Soviets ». En revanche, les Américains faisaient cela ouvertement. Donc on savait qu'à l'ambassade des États-Unis, il y avait des caisses de livres en langue étrangère, en russe, bon, les livres interdits, et ça, le personnel de l'ambassade des États-Unis le faisait ouvertement, et eux, ils avaient tout à fait l'accord de leurs autorités, ça c'est évident. Une guerre d'influence que confirme l'ancien directeur de la CIA, Robert Gates. Vous savez, c'est ce que nous avons fait en Union soviétique durant la guerre froide. Avec très peu de technologie, nous avons fait passer des millions de livres, comme l'archipel des Goulags. Alexandre Podrabinek a été une grande figure de la dissidence. 2 fois jugé pour diffamation du régime soviétique, il a passé 5 ans et demi en prison, dans un camp et en relégation en Sibérie. Il vit toujours à Moscou. J'ai lu l'archipel du Goulag quelques mois après sa publication. Il a tout de suite commencé à arriver en Union soviétique, en 1974. D'ailleurs, avec un ami, nous en avons fait plusieurs copies. On nous avait passé un exemplaire publié à Paris, ce qu'on appelait le tamizdat. On l'a photographié et on en a tiré 7 exemplaires. L'endroit où nous avons fait ça, ça n'était plus un appartement, c'était une maison de fous. Il y avait des photos partout, des piles de photos sur la table. Et dans tout l'appartement, ça sentait le révélateur et le fixateur. C'est qu'à l'époque, on faisait tout nous-mêmes.